pouvez le faire tout de suite. Donc, Climat social, c'est un projet qui a pour ambition de présenter en 10 conférences la diversité, en tout cas une diversité des méthodes que déploient des géographes, des économistes, des sociologues, des politistes, des anthropologues, etc., pour étudier la complexité des causes et des conséquences des changements climatiques. Et puis un deuxième point de départ de Climat social, c'est que des conférences sont nécessaires, mais rarement suffisantes pour communiquer largement autour de ces questions. Et donc, à chaque conférence est associée une personne qui vient du cursus bande dessinée de l'Université du Québec en Outaouais. Et au final, 10 retranscriptions des conférences en bande dessinée seront diffusées en ligne sur les réseaux sociaux et par d'autres moyens de communication. Donc, je ne suis pas le seul à bord de ce projet. Je suis accompagné de 2 professeurs de l'Université du Québec en Outaouais. Il y a Sylvain Lemay, qui est professeur à l'école multidisciplinaire de l'image, et Jérôme Duprat, qui est en économie écologique. Et avec nous, on a Anne-Sophie Legrand, qui est une étudiante à la maîtrise et qui, elle, pour ce projet, recense les bandes dessinées parlant de changement climatique, puisqu'on constitue une BD Tech du climat. Donc, j'en profite pour vous dire que n'hésitez pas à nous faire part de vos références de bandes dessinées sur le climat si vous en avez. Alors, le cycle de conférences se poursuit aujourd'hui avec la présentation donc, de Hélène Révalette, donc merci d'être présente, qui est chercheuse en économie à l'Université de Montpellier. Elle va nous présenter certaines de ses enquêtes relatives à la gestion intégrée et concertée des territoires littoraux, dont les dynamiques sont fortement marquées par les changements climatiques aujourd'hui, mais aussi à venir. J'en profite pour signaler que, malheureusement, cette fois-ci, nous n'avons pas encore trouvé de BDiste pour retranscrire la conférence d'Hélène. Donc, étudiants de l'Outaouais, de l'Université du Québec en Outaouais, n'hésitez pas, si vous connaissez des personnes compétentes et intéressées, à nous transmettre leurs contacts. On aura une séance de questions à la fin de la présentation. Donc, pour celles et ceux qui ne voudraient pas poser les questions eux-mêmes, il y a une interface qui s'appelle questions et réponses, qui est là pour ça. Je me chargerai de relayer les questions. Et pour les autres, je pourrai vous permettre de parler. Donc, Hélène, c'est à vous maintenant. Je vais arrêter mon écran et puis vous pourrez partager le vôtre pour commencer votre présentation. Et voilà. Ça fonctionne. Bonjour tout le monde et merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis vraiment très contente de participer à quelque chose d'aussi innovant et qui va permettre de bien diffuser les choses à travers les BD. Je pense que c'est vraiment important de changer un peu nos modes de diffusion, nos modes de communication pour toucher le plus grand nombre. Voilà. Alors, donc, on m'a demandé de présenter de mon point de vue disciplinaire comment je pouvais contribuer, peut-être en regardant les types de questions un peu différentes qu'on peut se poser, les approches que l'on peut avoir dans le domaine de l'économie pour répondre à cette question donc, de la gestion intégrée et concertée des littoraux, et donc face à la montée du niveau de la mer. Alors, Bon, moi, je suis économiste de formation, mais j'ai toujours travaillé en pluridisciplinarité, ce qui fait que j'ai une approche qui est très, je dirais, sciences sociales au sens large. Ce n'est pas l'économie pure et dure où on va parler que de coûts et que de... Voilà. Donc, comment finalement on peut se poser la question? On a le changement climatique qui va intervenir à travers ses impacts pour accentuer la vulnérabilité. Alors, bien évidemment, les territoires vont être touchés par plusieurs problèmes et ils vont réagir en essayant justement de répondre de façon concomitante à ces problèmes, ce qui accentue la complexité et qui conduit à une vision d'aménagement du territoire un peu globale. Mais on est obligé quand même de décomposer les problèmes pour les analyser. Et moi, là, je vais parler de montée du niveau de la mer, mais c'est sûr qu'il y a un cumul d'impact parce que le reste va changer. Alors, cette montée du niveau de la mer, un type d'impact, elle peut accélérer l'érosion, elle peut créer des salinisations des aquifères côtiers, mais moi, je vais surtout parler de submersion, qui est quand même ce qui est, je dirais, le plus spécifique, et en distinguant bien dans la submersion, parce que quand on parle, et donc moi, ça fait très longtemps que je travaille sur ces questions-là, et c'est vrai qu'au début, maintenant, ça a un peu changé parce que les gens sont un peu plus au courant, mais au début, quand on parlait de submersion, les gens, ils voyaient pas l'Atlantide, mais presque, ils voyaient des terres submergées, alors que finalement, quand on regarde les cartes que l'on a pour l'instant, en fonction de la topographie, bien évidemment, ça évolue, mais les terres qui vont être vraiment submergées de façon permanente, il n'y en a pas tant que ça dépend des zones, bien évidemment. Et du coup, il faut distinguer aussi celles qui vont être submergées de façon récurrente, c'est-à-dire une fois par an, une fois tous les 2 ans.
parce que là, ça crée je dirais, des impacts psychologiques pour les gens, mais surtout au niveau des assurances. Et puis, des submersions exceptionnelles où c'est de temps en temps, et où, là, du coup, le rayon d'action qui est concerné est en général beaucoup plus grand. Donc déjà, la façon dont on va, je dirais, étudier les réactions des gens, elle est fonction aussi de ces types de submersions qui ne sont pas les mêmes et qui, du coup, ne peuvent pas être gérées de la même façon. Alors, qu'est-ce que l'économie peut apporter face à ça? Elle peut, dans la question de la vulnérabilité, aider en particulier à analyser la capacité d'adaptation de ces territoires, hein, puisqu'on sait bien que la vulnérabilité, elle est fonction de l'aléa, mais elle est aussi fonction de la capacité d'adaptation. Mais moi, je vais plutôt parler des politiques d'adaptation, c'est-à-dire en essayant, alors ces politiques d'adaptation, c'est bien évidemment très large, j'ai juste 30 minutes, donc j'ai dû faire un peu des choix. Donc, pour moi, ces politiques, c'est des mesures, mais c'est aussi une façon de les mettre en œuvre en termes de gouvernance, c'est aussi une information qui permet d'accompagner ça, et tout ça se situe dans un cadre d'approche un peu comme un référentiel, en fait, hein, pour voir un peu les types de logiques dans lesquelles on va s'inscrire. Alors, par rapport à ça, quel est l'apport des SHS? Alors, comme je le disais, alors attendez, il faut que j'enlève, voilà. Ça peut être l'évaluation de la vulnérabilité, mais ça peut être aussi d'élaborer, de mettre en œuvre des politiques publiques. Et alors, ce qui est un peu typique de l'économie, c'est de faire ce qu'on appelle des analyses coût-avantage, c'est-à-dire où on va d'un côté regarder les pertes potentielles, évaluer les pertes, et regarder derrière, finalement, les avantages qu'il y a à mettre en place des mesures d'adaptation. Et ça, c'est un petit peu l'approche classique, je dirais, de l'économie dont on parlera, mais qui ne peut pas être la réponse comme ça unique, bien évidemment, il va falloir étudier pas mal de choses. Alors, pour introduire un peu le débat, je vous présente un cas en France qui est très emblématique. C'est dans les années 60, on a construit, donc très loin de la côte, comme vous le voyez, un immeuble qui s'appelle Le Signal et qui a fait beaucoup parler de lui dans les journaux. Et donc, dans les années 60, vous voyez à quel point il était loin de la côte. Et vous voyez ici, en 2014, au moment où on a été obligé d'exproprier les gens et où ça a donné lieu à tout un débat sur le fait que est-ce qu'il fallait les indemniser ou pas, on s'aperçoit que donc l'immeuble maintenant est au bord de la mer et on est en train de discuter de la façon de le démolir. Je voulais aussi, donc, puisqu'il s'agit de discuter un peu de l'apport d'une discipline, préciser un peu ce qu'on entendait par une politique publique, c'est-à-dire un ensemble coordonné de mesures, ce qui souvent se traduit par ce qu'on appelle un plan d'action. Et ces mesures sont mises en œuvre pour répondre à des objectifs et avec un acteur public, parce que normalement, si c'est le marché, si tout se régule, je dirais, sans l'intervention, on n'a pas de politique publique. La politique publique, elle suppose qu'il y a l'intervention d'un acteur public. Alors, en général, c'est souvent l'État et les collectivités territoriales, ça dépend du niveau de décentralisation des pays. Et par rapport aux politiques publiques, dans le temps, quand on parle d'aménagement, de gestion intégrée, on a d'abord eu la gestion intégrée des zones côtières, où on supposait d'intégrer plusieurs objectifs, on supposait de concerter entre les gens pour que ces objectifs soient collectivement définis. Et ces questions de GISC et maintenant les questions de changement climatique et de mise en place de politiques d'adaptation remettent en cause, on le verra tout à l'heure, l'approche traditionnelle des politiques publiques où on avait quelque chose d'assez linéaire. Et ça, donc, c'est un des challenges, c'est qu'on est face à des politiques plus complexes qui impliquent, je dirais, d'autres schémas d'action. Alors, justement, pour s'approprier ces schémas d'action, si on revient à mon petit schéma du début, hein, j'avais mis dessous une ligne qui était un référentiel, parce que effectivement, avant de définir des mesures, il faut penser la logique de ces mesures. Et un des grands problèmes, c'est de sortir d'une vision où on contrôle tout pour passer à une vision où on doit s'adapter. Alors, chez nous, en France, on a eu plusieurs étapes avec ce nouveau référentiel autour de la gestion du trait de côte et d'une gestion plus souple du trait de côte, alors que jusqu'à présent, on était dans l'idée qu'il fallait à tout prix le stabiliser avec des digues, avec des épis, etc. Donc, on a eu un certain nombre de documents qui nous ont conduits à reconnaître d'abord que le trait de côte était mobile et qu'il fallait garder cette mobilité, et ensuite avoir de nouveaux principes de gestion intégrée. Alors, tout ça s'est fait dans les années 2010 avec en France un rôle de la tempête Xynthia qui a été assez important sur l'accélération
je dirais, un peu de la prise en compte de ces phénomènes, qui a été un premier point. Et puis maintenant, on a de nouveau en ce moment une accélération importante. Alors, tous ces référentiels insistent sur cette idée qu'il faut passer à une gestion beaucoup plus douce, dans laquelle on essaye de ne pas justement maintenir le trait de côte coûte que coûte, et qui suppose beaucoup de sensibilisation, de concertation, qui suppose aussi une progressivité de la mise en œuvre, puisqu'on est sur des plans d'action à long terme. Donc ça, on n'a pas l'habitude de faire ça dans les politiques publiques. Politique publique, on est en général pas programmé pour faire des plans d'action sur 5 ans, et puis après on fait le bilan, et puis on repart. Là, on n'est plus sur les mêmes types de pas de temps. Ça suppose des suivis plus importants, des capacités d'alerte, et puis surtout, bien évidemment, comme pour la gestion intégrée et la GISC, c'est une contextualisation très forte. On ne peut pas avoir une espèce de schéma prêt à porter qu'on appliquerait partout. Il faut, en fonction des vulnérabilités, partir des territoires. Alors, ce nouveau référentiel, en fait, il nous dit qu'il faut réduire la vulnérabilité, augmenter la résilience, c'est-à-dire partir d'écosystèmes résilients, que l'adaptation se fera d'autant mieux que l'écosystème sera résilient, et finalement, il faut faciliter cette résilience en bénéficiant des effets, ce qu'on appelle des services écosystémiques, des effets, je dirais, des fonctions d'un certain nombre d'écosystèmes naturels qui amènent des fonctions de régulation intéressantes. Il faut passer du contrôle à l'adaptation, il faut mettre en œuvre graduellement ces changements. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, que, bien sûr, ceux qui sont les premiers touchés, c'est-à-dire les propriétaires en front de mer, qui sont très attachés à leur logement, aux aménités, à la vue sur la mer, il y a une forte résistance, et ce n'est pas juste une opposition parce qu'ils n'ont pas envie de partir, c'est aussi qu'ils voient moins le risque. En fait, on y reviendra, c'est aussi des biais dans la perception du risque. Il y a un besoin de coordination des comportements individuels parce que si on laisse faire trop les gens, eh bien, on a des maladaptations, des gens qui… Donc, il y a vraiment un besoin de coordination, d'où un besoin de politique publique et de quelqu'un qui, derrière, planifie, organise. Et le but de cette adaptation, c'est d'accroître la marge de manœuvre des territoires et la solidarité territoriale. Parce que, en fait, on se rend compte qu'en termes d'adaptation et de la façon dont on va réagir, notamment si on doit reculer, eh bien, ça va créer de nouvelles solidarités territoriales, aussi bien pour les cotisations, pour savoir comment on va financer, puisqu'il s'agit de grands travaux. Et donc, ça ne peut pas être que les communes littorales qui financent, il faut avoir une assiette, je dirais, de financement un peu plus large, mais aussi on va avoir des communes qui vont recevoir finalement des habitants, et donc il va falloir voir comment ces liens entre rétro-littoral et littoral peuvent s'organiser. Et ça, ce changement d'échelle et cette solidarité, c'est quelque chose de nouveau qui apparaît depuis quelque temps. Alors, pourquoi ça ne descend pas? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Voilà. Alors, on est sur des changements de référentiel, c'est-à-dire des changements de valeur. Et ça, en économie, on ne sait pas trop faire. Et on est plutôt allé chercher des choses, des concepts, des mécanismes au niveau de la sociologie de l'innovation, voire des sciences de gestion, et puis un peu l'économie de l'innovation aussi, notamment tous ceux qui sont sur des approches un peu en termes de dynamique. Et finalement, qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de partir de sources multiples décentralisées, parce qu'on est dans des approches concertées, territorialisées, donc ce n'est pas juste une approche top-down, ça suppose de construire une espèce de communauté épistémique, c'est-à-dire de gens qui pensent un peu pareil, mais qui sont bien évidemment pas totalement identiques, et donc tous ces gens-là doivent progressivement construire de nouvelles conventions, de nouvelles façons de voir, de nouvelles règles, des logiques, voilà. Et donc, ça, c'est vraiment des valeurs et des normes qui doivent se modifier. Et ça, tous les gens qui travaillent en sociologie de l'innovation, d'une façon générale, nous expliquent que c'est difficile parce que ces métanormes, ça prend du temps, ça peut mettre une génération. C'est des choses qui vont nécessiter, bien évidemment, de l'information, de la sensibilisation, beaucoup d'expérimentation, mais c'est quand même pas immédiat. Il y a un temps et on parle beaucoup de processus, alors d'hybridation, de traduction, il y a plein de mots qui sont amenés par les sociologues. C'est l'idée qu'on ne passe pas du noir au blanc d'un coup, on passe par un peu des nuances de gris, et petit à petit, à partir de choses qu'on connaît, on évolue, mais en essayant de maîtriser au fur et à mesure, et pas se lancer, je dirais, dans quelque chose de complètement différent d'entrée.
ce qui suppose bien évidemment que ça prend un peu de temps. Et donc, les gens qui travaillent sur les apprentissages parlent d'apprentissage à double boucle parce qu'on change à la fois les pratiques et les valeurs. Tout ça, c'est pour dire qu'effectivement, il faut du temps, il faut des approches différentes des politiques publiques où normalement, on donne des subventions, on donne des taxes, on donne de la réglementation et puis on suppose que les comportements vont réagir, que voilà, ça va suivre. Là, non, on est vraiment sur des approches un peu différentes où il faut convaincre, il faut amener les gens progressivement à changer et il faut surtout les amener à avoir des comportements proactifs, c'est-à-dire où ils sont convaincus et que d'eux-mêmes, ils vont adopter les bons comportements et pas essayer de les faire changer avec des incitations, je dirais, plus traditionnelles. Alors, dans ce nouveau référentiel, il nous conduit à revoir un peu les mesures et les conditions d'acceptabilité de ces mesures, et en particulier, donc, comme je disais tout à l'heure, comme on veut réduire la vulnérabilité des territoires. L'idée, ce n'est pas de construire une digue, c'est de reculer, de faire qu'il y ait moins d'enjeux qui soient exposés. L'idée, c'est de réduire l'exposition aux aléas et notamment la mesure phare, qui pour l'instant reste encore plutôt un objectif que beaucoup de réalisations, même s'il commence à y en avoir, c'est ce qu'on va appeler, alors en France, on a d'abord appelé ça recul, puis repli, puis on a dit non, c'est trop négatif, on a appelé ça relocalisation, et maintenant, le nouveau mot, c'est recomposition spatiale dans l'idée que on va repenser le territoire globalement, notamment en intégrant les cumuls d'impact, en essayant d'avoir une vision un peu plus globale et pas juste de la relocalisation proprement parler. Alors en France, le ministère nous avait fait ce petit schéma pour nous montrer un peu toutes les façons de réagir pour protéger face à la montée du niveau de la mer, en rechangeant, en construisant des digues, en construisant des dunes ou en renforçant les dunes. Et puis, bon, à l'époque, puisque j'ai repris le document de l'époque, on ne parlait pas de relocalisation, mais de repli stratégique, en reculant les maisons. Récemment, dans un papier, on a essayé de faire un peu une typologie aussi de ces modes, je dirais, d'action, notamment à partir du dernier rapport du GIEC de 2019, dans lequel, parmi les mesures, je dirais, de gestion et d'aménagement du littoral, est apparu aussi les avancées sur la mer, ce qui est un peu problématique, mais c'est vrai que beaucoup de gens raisonnent en pilotis. Et donc, on a essayé de regarder un petit peu selon le type d'infrastructure, si on était basé sur des infrastructures ou plutôt sur des approches intégrées, si on s'adaptait ou si au contraire on essayait de maintenir la ligne. Okay, et finalement, on est ici dans des réponses qui sont plutôt des nouveaux modèles finalement d'adaptation. Et on a mis ici le fait que l'échelle au fur et à mesure, et comme je vous disais, maintenant on a une question de solidarité territoriale qui apparaît plus large, l'échelle devient ici de plus en plus importante et le nombre de petits bonhommes est là aussi pour nous indiquer que le niveau et la complexité finalement de la concertation est de plus en plus important. Alors, ça nous amène à des projets, je dirais, intégrés dans lesquels on a bien sûr des besoins de financement, on a un dispositif porteur qui souvent est un consortium, parce que ça peut être une petite commune toute seule qui se lance là-dedans. On a donc un appui de l'ingénierie ici, et puis on a le cœur, je dirais, ici de l'aménagement, hein, notamment la relocalisation, mais avec ici des volets complémentaires. Je vous donne un exemple. On a des logements sur le littoral qui sont souvent conçus pour l'été et qui donc sont des vraies passoires thermiques et qui du coup, alors que beaucoup d'élus voudraient désaisonnaliser, ne peuvent pas être loués en moyenne saison parce qu'on ne peut pas mettre de chauffage et qui par ailleurs, par rapport aux exigences du climatique, sont des passoires thermiques. Donc, à ce moment-là, si on doit repenser le territoire et peut-être reconstruire ailleurs, ça peut permettre de construire différentes formes finalement d'urbanisation, beaucoup plus de quartiers, d'éco-quartiers, enfin voilà, et au passage d'ailleurs de bénéficier de subventions complémentaires. Et tout ça se fait ici dans le ciel avec un besoin de changement de l'environnement institutionnel et des lois. En France, on a notamment la loi littorale qui fait que si on construit quelque part pour accueillir les gens qu'on va enlever de notre endroit, eh bien, on ne peut pas parce qu'on n'a pas droit d'augmenter l'urbanisation et qu'il y a un moment où il y aura les deux. Alors, c'est des choses à négocier. Voilà. Alors, je vous ai mis, on ne va pas la lire forcément dans le détail, mais la nouvelle définition, donc ça a pris en gros une dizaine d'années de passer du repli à la recomposition spatiale.
Et donc, cette idée d'avoir une approche plus globale, qui n'est pas simplement de la relocalisation, qui comprend de la relocalisation, mais on ne va pas non plus tout relocaliser. Et donc, c'est vraiment au cas par cas, non seulement au sein des communes, mais à l'intérieur des communes, je dirais au sein des quartiers. Et notamment en France, on fait la distinction entre ce qu'on va appeler de l'habitat diffus, qui à terme va être relocalisé, de l'habitat dense dans lequel on peut essayer de voir comment on peut délocaliser peut-être juste la première ligne pour créer un espace tampon, mais garder derrière et peut-être continuer à quand même gérer le trait de côte sur ces zones-là. Alors, donc ça, c'était pour poser un peu le climat, le débat des enjeux auxquels on est confronté, enjeux pour lesquels, donc nous, on le voit dans une vision vraiment de comment on met en œuvre de nouveaux types de politiques publiques pour répondre à ces problèmes. Et alors, pour ces nouvelles politiques publiques, il faut prendre en compte les perceptions des gens. Alors, très rapidement, c'est quoi les perceptions? Partant du principe qu'a priori, les gens qui m'écoutent ne sont pas de SHS. Si on veut faire simple, on a des comportements des acteurs, d'accord, et on a une action publique, et notre problème, c'est de faire qu'il y ait une acceptabilité. Alors, cette action publique, par quoi elle est définie? Elle est définie par des diagnostics de vulnérabilité, des prévisions, des modèles qui sont en fonction du référentiel et des aléas passés. Et dessous, le comportement, il est je dirais, comment dire, déterminé par quoi? Il est déterminé en fait par ce qu'on va appeler des perceptions individuelles. Ces perceptions individuelles, elles sont liées à l'information que les gens ont, à leur mémoire et aux émotions. Et alors, un des problèmes, on le verra, du changement climatique, c'est que souvent, il n'y a pas de mémoire du risque, puisque c'est un risque futur. Il n'y a pas vraiment, donc il n'y a pas ce rôle des émotions qui fait que ça peut être un déclencheur de changement des comportements. C'est lié à la sensibilité individuelle des gens, qui sont liées à d'autres phénomènes et aux caractéristiques, bien sûr, socio-démographiques des gens. Mais ces perceptions individuelles, elles sont aussi fonction, comme je disais tout à l'heure, des normes, des représentations, donc de perceptions qu'on va plutôt appeler sociales, plus globales, qui sont souvent portées par les réseaux sociaux et qui peuvent être, alors ce qui est intéressant, c'est de voir comment ici, à travers les diagnostics de vulnérabilité et les politiques publiques, il y a souvent des opérations de sensibilisation qui vont amener ici une information qui peut faire changer des perceptions individuelles, et comment les processus de concertation lors de l'aménagement peuvent conduire aussi ici à ce que des parties prenantes soient vraiment au fait des contraintes, des problèmes, et vont à travers les réseaux sociaux diffuser finalement aussi une information. Et donc, à la fin, le comportement des gens, il est influencé par leurs perceptions individuelles, mais qui sont elles-mêmes influencées par les perceptions sociales. Et on voit là la complexité. Alors, tout ça avec les médias au milieu qui vont, je dirais, donner de l'information, mais parfois de façon trop alarmiste. Et il est bien montré dans les gens qui travaillent sur les risques et la perception que si on est trop alarmiste, on met les gens dans une situation un peu, comment dire, où ils ont l'impression qu'on ne peut rien faire et donc finalement, ils ne font rien parce qu'ils sont trop… Voilà. Alors, par rapport à ça, ce qu'on voit, c'est que l'acceptabilité, elle est très différente en fonction des populations. Il y a un phénomène d'attachement, notamment d'attachement au lieu, qui est parce qu'on a des souvenirs, parce qu'il est agréable, parce que symboliquement, ben, c'est bien dans certaines villes d'habiter en bord de mer, c'est souvent des quartiers chics. Plein de choses qui font que les gens ne veulent pas partir. Il existe ce qu'on appelle des biais d'optimisme, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à penser que pour soi, on va s'en sortir. Je vous montrerai un exemple. Et puis, au niveau des élus, c'est pareil. Il y a une espèce de ce qu'on appelle un biais de statu quo, comme c'est un risque qui est plutôt à long terme avec une évolution qui est plutôt progressive. On a l'impression que il vaut mieux attendre un peu, avoir plus de connaissances et on agira après. Et du coup, il y a besoin d'opérations pilotes. Au niveau, donc, ça c'est ce qu'on a observé dans nos études. J'ai commencé un peu rapidement, mais on a réalisé dans le cadre de mon laboratoire, en collaboration avec bien sûr plein d'autres laboratoires, 8 enquêtes entre 200 et 900 personnes sur ces perceptions à différents endroits. Et quand on regarde un peu en Floride, ils montrent une espèce de trappe de vulnérabilité, un travail qui a été fait où ils ont modélisé le comportement des gens en montrant qu'il y avait beaucoup de faits de mimétisme et de normes sociales
et que c'était souvent effectivement les plus riches qui déménageaient en premier, qui s'adaptaient, et que du coup, à travers les taxes, les communes n'avaient plus suffisamment de financement au bout d'un certain temps parce que c'était les plus pauvres qui restaient. Et donc, ça crée une trappe de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si la commune ne réagit pas assez tôt, eh bien après, elle n'a plus les moyens de réagir, sous réserve qu'elle ait des financements après qui viennent l'aider. Et puis, bon, je l'ai mis, mais je ne vais peut-être pas tout développer, mais il vient de sortir un papier récent en 2021 qui essaye de regarder un peu le bilan des expérimentations et qui montre bien ce problème de besoin de lignes directrices, de problèmes d'information et de gouvernance multiniveau, où on va vraiment faire remonter les savoirs locaux, les besoins locaux et pas juste les critères nationaux et des mécanismes d'apprentissage. Alors, les contraintes spécifiques, j'en ai déjà un petit peu parlé, hein, c'est les biais d'optimisme, du fait qu'il n'y a pas de mémoire du risque, que le risque est progressif, des biais de statu quo, qui est plutôt de dire on va attendre et voir, alors qu'il faut au contraire agir et s'adapter au fur et à mesure en modifiant l'action. Il existe encore pas mal de controverses et qui fait que ça, les gens ne sont pas toujours, il y a un peu de déni de temps en temps. Alors, c'est jamais un déni complet du changement climatique, ça on le voit plus, on l'a vu au début de nos enquêtes, on ne le voit plus. Mais c'est souvent un déni sur l'ampleur, en disant non, mais ça ne prendra jamais, non, mais voilà. Donc, c'est souvent un déni, voilà. Il y a la difficulté, si on essaye de se relocaliser et de se réadapter, il y a besoin à un moment donné de savoir jusqu'où ça peut monter. Donc, cette fameuse ligne de retrait, ben, c'est vrai que là-dessus, les scientifiques ne sont pas toujours bien précis. Et donc, voilà, il y a l'attachement, comme je parlais, important, et puis le littoral qui continue d'attirer les gens et qui crée une pression sur les élus. Je vous donne un exemple d'un biais d'optimisme à partir d'une enquête qu'on a fait auprès de 400 personnes hier en 2014. Donc hier, vous avez l'essentiel de la commune ici qui est plutôt surélevée. Vous avez ici une plaine qui était plutôt agricole, d'accord? Et ici, vous avez donc des gens qui sont vraiment en première ligne, qui vont être touchés, et des gens ici qui vont être sûrement touchés aussi, mais un peu plus longtemps. Alors, on a posé la même question à ces gens, notamment s'ils avaient l'impression, alors on pose des questions aux gens sur comment ils vont voir l'évolution des assurances, comment ils vont voir l'évolution du prix de l'immobilier, parce que le prix de l'immobilier est quand même un signal important qui va amener les gens individuellement à évoluer. Or, pour l'instant, l'immobilier ne bouge pas, il continue de monter, et donc ça contribue à cette espèce de déni de ne pas penser, parce qu'au-delà des risques, je dirais, physiques, il y a surtout un risque aussi de perte financière, notamment pour les gens qui mettent toutes leurs économies dans leur maison et qui comptent le transmettre à leurs enfants. Si la maison perd 50% de sa valeur, c'est dramatique. Et donc, quand on demande aux gens non concernés ici, vous voyez qu'il y en a très peu qui disent qu'il n'y aura aucun impact sur le prix de l'immobilier. Et il y en a, par contre, presque la moitié qui disent que les biens vont devenir invendables. Et quand on demande aux gens concernés en première et deuxième ligne, c'est totalement l'inverse. Et ils sont sincères, c'est-à-dire ils pensent que non, ça ne prendra pas ces amples-là. Ça, c'est quelque chose qui est très connu des psychologues de l'environnement, qu'on appelle le biais d'optimisme, qui marche pour tout, hein, pour les accidents de voiture, pour plein de choses. On a toujours l'impression que le risque est pour les autres et que soi-même, non, on ne sera pas trop concerné ou ça sera moins grave. Et au niveau des assurances, pareil, les gens, en France, alors on a un système assurantiel qui est très, très bénéfique, puisqu'en gros, tout le monde paye pour tout le monde, puisque c'est à partir de toutes les assurances voitures et cotisations maison. Et en fait, évidemment que ça ne pourra pas durer, mais très peu de gens le perçoivent, et notamment perçoivent le fait que les biens en première ligne ne pourront plus être assurés ou que les cotisations seront en fonction de l'exposition. Parce que pour l'instant, à part des gens qui auront été vraiment submergés ou inondés plusieurs fois, on ne tient pas compte du risque futur dans le calcul des cotisations d'assurance. Alors, on a construit aussi, pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire en économie ou en sciences sociales, parce que ça, c'est un indice qu'on a construit avec, j'ai mis à la fin la liste de la biblio pour ceux que ça intéresse, avec un géographe qui s'appelle Samuel Robert. On a essayé de regarder un peu qu'est-ce qui conduirait les gens à résister, à ne pas vouloir partir. À partir de la bibliographie, on a construit un indice donc, qui est fonction de l'attachement et en fait, on leur avait posé des questions pour savoir la perte de bien-être s'ils devaient déménager. Donc ça nous a donné un premier indicateur. Après, un indicateur de mobilité. Quand on regarde les travaux, c'est lié au niveau de revenus et à l'âge.
Ensuite, ici, un indicateur bien, qui fait la synthèse de ces deux-là et qu'on a croisé ici après avec un indicateur de perception des risques. Et quand on regarde cet indice donc, global que l'on a ici construit, avec quoi il est corrélé, qu'est-ce qui détermine finalement cette résistance, on s'aperçoit bien que c'est la zone, que c'est le statut, bien évidemment, que c'est le fait qu'il s'agit d'une résidence principale ou secondaire. Ici, c'est les résultats des tests de Q2, hein, qui, comme vous le savez, sont plus ou moins significatifs. C'est la sensibilité aux alertes météo, c'est le fait que les gens conçoivent que la relocalisation est réaliste ou pas, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas, qu'on sera capable de déplacer un quartier. Voilà. C'est l'indice de satisfaction de vie et puis les CSP et le niveau de formation. Donc, on revient sur des choses qui sont très logiques finalement et qui permettent de montrer qu'il y a différents profils face à ça. Alors, puisqu'on parlait de communication, on a aussi testé dans le cadre d'enquêtes, on avait travaillé avec des psychologues qui travaillaient sur les risques. Donc, soit on montre une photo de tempête, et ça, c'est une photo d'une tempête qui a eu lieu pas très loin dans le Roussillon, pas très loin de Montpellier, ou quelque chose de plus humoristique, et on demandait aux gens, donc après qu'ils aient vu ces images-là, c'était au hasard, il y en avait 400 chacun, en gros, c'est une enquête auprès de 800. Quelles étaient les émotions qu'ils ressentaient et ensuite, est-ce qu'ils étaient plus volontaires ou pas à faire une relocalisation. Et là, on voit bien que finalement, l'humour sensibilise, conduit les gens à s'intéresser, à se demander, vous voyez, être vigilant, être intéressé, c'est ce qui ressort, je dirais, plus important, alors que les gens sont effrayés, bien évidemment, sont apeurés de façon importante, voire bouleversés, etc. Mais ce n'est pas pour autant que cet effet-là, c'est ce qu'on appelle, ça conduit, je dirais, un peu à faire que les gens, finalement, ils se disent, bon, ben, c'est foutu, on ne va rien faire. Donc, il ne faut pas, et ça, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les médias, qui ont souvent un peu tendance à toujours montrer le fait spectaculaire ou à affoler les gens. On ne peut pas mobiliser et engager les gens si on les affole. Il faut au contraire les intéresser, les rendre vigilants et développer ces éléments-là. Alors, on a aussi beaucoup travaillé sur, alors c'est un papier qu'on vient de finir qui raconte un peu l'histoire justement de la mise en place de ces politiques de relocalisation en France et qu'est-ce qui fait que ça a relativement bien marché, même si on n'a pour l'instant pas encore relocalisé beaucoup de maisons, mais pas mal de routes, pas mal de cas, et on a vraiment cette impression. Et donc là, c'est l'idée qu'il faut une stratégie nationale, mais qu'il faut donc, ici, c'est les interactions, hein, travailler avec des expérimentations locales qui permettent de renforcer la crédibilité, bien évidemment de tester l'applicabilité. Et c'est ce qu'on les sociologues de l'innovation nous appellent de l'hybridation multiniveau. En fait, pour mettre tous ces gens en réseau, pour conduire à des adaptations au cas par cas. Et dans le cadre d'un autre projet de recherche, on a justement essayé de faire une espèce de typologie des grands types de territoires pour voir des petites stations balnéaires, des territoires plutôt ce qu'on appelle périurbains, c'est-à-dire ici qui dépendent d'une grande ville, des grandes villes au bord de la mer, des petites villes rurales plutôt de pêche et conchiculture, des villes balnéaires mais très renommées comme Biarritz, etc., ou des systèmes insulaires. On voit bien, et on a fait des exercices de prospective, qu'on n'a pas du tout les mêmes capacités d'adaptation et même les mêmes logiques d'adaptation dans ces différents territoires. Et donc, c'est vraiment intéressant d'avoir, je dirais, des logiques par grand type de territoire. Je parlais tout à l'heure de la solidarité. On a aussi, dans le cadre d'une enquête, testé si les gens se sentaient solidaires et jusqu'où. Et donc, on avait des communes littorales qui étaient concernées, d'accord, 2 communes. On avait des communes qui n'étaient pas très loin et qu'on appelait de zones de solidarité économique parce qu'il y a beaucoup de gens de cette commune qui est à 15 km qui vont travailler ici ou des gens d'ici qui vont au lycée là ou qui vont aussi travailler là selon le type de travail. Donc, on est dans des zones de solidarité économique. Et puis ici, on avait des villes vraiment d'arrière-pays, des villes viticoles qui a priori n'ont rien à voir avec la mer. Et on est plutôt, par contre, elles sont dans le schéma de cohérence territoriale, c'est-à-dire qu'institutionnellement, elles sont gérées quand même de façon globale en termes d'aménagement du territoire. Et là, on était plutôt sur des zones de solidarité institutionnelle. Et donc, on a fait des jeux expérimentaux
où on donnait 10 euros. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est ce qu'on appelle de l'économie expérimentale. On part du principe que les gens révèlent encore mieux leurs préférences quand on leur donne un petit budget et qu'on leur demande de l'utiliser, plutôt que simplement une enquête qui est plus déclarative. Et on voit qu'effectivement, les gens du littoral, sur 10 euros, étaient prêts à donner 4,74 € à un fonds de solidarité pour faire les aménagements, mais ceux du rétro-littoral étaient prêts aussi, et on s'est rendu compte qu'ils étaient sensibles au fait que les touristes achetaient leurs produits, et puis qu'eux-mêmes allaient sur les plages, et que si les plages disparaissaient, eh bien, c'était une source, je dirais, d'activités récréatives qui disparaissait aussi. Bon, je passe là-dessus, c'est un peu compliqué. Et alors, je terminerai sur le fait que en sciences sociales, une des questions qui est en train de monter de façon importante, mais qui nous interroge aussi, c'est de voir comment dans les politiques publiques, il nous faut intégrer des questions d'inégalité, des questions de justice. Et du coup, de qui c'est qui décide, à quelle échelle, qui c'est qui va bénéficier de ces aménités, qui c'est qui va financer, qui c'est qui subit, est-ce qu'on doit indemniser tout le monde, comment on finance ces indemnisations. Et il faut partir du principe, puisqu'on travaille sur l'acceptabilité de ces politiques, que ces politiques sont acceptables aussi parce qu'elles sont considérées comme justes au niveau de leurs critères par les gens. Et notamment, par exemple, les critères d'indemnisation, s'ils ne sont pas considérés comme justes, les gens vont s'opposer d'autant plus à la politique. Okay. Alors, il y a pas mal de critiques qui sont faites dans la littérature justement sur les politiques d'adaptation au niveau de la mer, en montrant que finalement, on protège des biens privés, les maisons en première ligne, et qui sont financées par tous, et qui en plus souvent sont à l'origine de la destruction, ou en tout cas de la diminution de la taille des plages, et donc de l'intérêt général. Donc, il y a pas mal de choses là-dessus. Il y a de la biblio aussi sur l'idée qu'il y a une responsabilité personnelle, notamment si on décide d'acheter une maison en toute connaissance de cause, en sachant que dans 15 ans, elle sera concernée par la relocalisation, on ne doit pas avoir la même indemnisation que les autres. Voilà, donc ça, on a essayé de le tester, on a essayé de voir un peu les types d'inégalités. On a un travail qui va apparaître là. Il y a des inégalités entre populations, notamment littorales et rétro-littorales, en termes d'accès aux ressources, mais aussi en termes d'accès à la décision. Au sein des communes littorales, il y a aussi des inégalités d'exposition et aussi de capacité pour mettre en œuvre les politiques. Alors, on a demandé aux gens, notamment dans 3 enquêtes à l'échelle nationale, dans une enquête en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et ici à côté de Montpellier en Occitanie, quels étaient les critères d'indemnisation qu'ils considéreraient comme justes. Les 2 qui sont venus en premier, c'est le prix du marché, d'accord, c'est-à-dire, bon, c'est le respect des droits de propriété, tout le monde au même niveau, on ne fait pas de distinction. Ou alors le fait que les résidences principales doivent être plus indemnisées que les résidences secondaires. Et là, on est plutôt sur des principes de Rawls en faveur des gens les plus défavorisés. Et puis, on avait d'autres possibilités de notamment favoriser plutôt les gens qui étaient là depuis longtemps, ou les gens, comme je disais tout à l'heure, de ne pas favoriser les gens qui étaient déjà informés ou de tenir compte du revenu, mais c'est moins sorti. Par contre, on avait posé une question qui était, est-ce que vous pensez qu'un financement public pour indemniser des gens n'est pas juste car les personnes ont pris leur décision en étant informées? Là, effectivement, les parties prenantes, c'est-à-dire donc les gens qui sont associés je dirais, au processus de décision de ces politiques, pour 80%. Les élus du littoral, on a interrogé 33 élus autour du Biterrois pour 63% et la population pour 69%, considèrent que ce n'est pas juste. Et là, on retrouve quelque chose qui est en train de beaucoup monter, je dirais, dans les questions environnementales, qui est l'idée de responsabilité, c'est-à-dire que la solidarité nationale et la solidarité d'une façon générale publique ne peut s'appliquer qu'à des gens dont la situation ne résulte pas d'un choix qu'ils auraient fait, mais du fait qu'ils sont au mauvais endroit et c'est indépendant de leur volonté. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de monter de façon très importante, c'est ce principe de responsabilité, c'est-à-dire que si les gens sont dans une situation délicate, mais qu'elle incombe à un choix qu'ils ont fait, ce n'est pas à la société de payer, et ça, c'est quelque chose donc, que l'on retrouve de façon importante. Alors, je ne sais pas trop si j'ai le temps, parce que finalement, je suis un peu plus longue que prévu. Je voulais intervenir, je vais être un peu rapide, sur le fait que pour que ces politiques puissent être mises en place, comme je l'ai dit au début, il faut qu'elles soient adaptatives. Et donc, ça oblige à faire évoluer les pratiques de l'action publique. Donc,
Ce que je disais tout à l'heure, c'est que normalement, une politique publique, on identifie les problèmes, on fait un diagnostic, on a un plan d'action, on fait la faisabilité, on met en œuvre, on fait un suivi. Ça, c'est, je dirais, la logique traditionnelle linéaire. Le processus de gestion intégrée des zones côtières nous avait déjà amené à avoir plutôt des phases d'action et de rétroaction et qui étaient déjà un peu plus complexes. Et maintenant, on a les approches type dynamique adaptative policy pathway, qui c'est souvent appelé la carte de métro. Donc, CEASNOT vient de sortir un papier en 2021 dans Science pour, je dirais un peu, et c'est beaucoup appliqué dans les pays anglo-saxons, où finalement on prévoit à l'avance un certain nombre d'itinéraires possibles. Et au fur et à mesure de l'observation de l'évolution, eh bien, on change d'itinéraire, un peu comme dans le métro, on changerait de voie de métro pour aller à un même endroit en fonction de ce qui se passerait s'il y a des embouteillages. On a essayé d'appliquer ça en Languedoc-Roussillon avec une approche là où on a une centaine de personnes qu'on a réunies dans des groupes de travail en nous amenant à définir finalement 3 grands types d'actions. Des actions qu'on mettrait en œuvre progressivement dans le temps, des actions qui seraient plutôt d'études préalables et des actions qui seraient plutôt des actions un peu pérennes, notamment sur les actions d'information et d'appui aux observateurs. Et je termine sur deux diapos, qui est ce que je disais au début, un petit peu le fer de lance des économistes, c'est de faire des études de coût-avantage dans lesquelles ils vont tester le coût des politiques d'adaptation par rapport, je dirais, aux avantages qu'on en retire, c'est-à-dire au coût évité, au fait qu'on évite. Alors, pour avoir les coûts évités, eh bien, il faut d'abord évaluer l'impact qu'aurait et les pertes potentielles qu'aurait, je dirais, la montée du niveau de la mer. Donc, dans le cadre d'un travail qui avait été coordonné par le BHGM, on a fait une évaluation sur l'hypothèse d'1 mètre en 2100 pour toute l'Occitanie, c'est-à-dire 54 communes littorales, avec plusieurs scénarios. Je ne vous présente pas tout. Je prends celui du laisser-faire, qui était un peu le pire. Enfin, le pire, c'était le déni. Le laisser-faire arrivait après. On voyait qu'on avait un certain nombre de pertes, notamment de foncier agricole, d'habitat, d'entreprises, de plages et d'hectares de plages perdues, de pertes de certains services écosystémiques des lagunes et de salinisation des eaux souterraines. Et il y avait des gains quand même qui étaient liés à l'augmentation des zones humides. Et donc, si on regarde effectivement ces éléments-là, ça nous conduit à avoir un certain nombre de coûts et à dire, bon, mais si on fait des politiques d'adaptation, et plus tôt on les fera, plus on aura ces coûts, je dirais, ça c'est les coûts pour 1 mètre, mais chaque fois qu'il y a des tempêtes, il va y en avoir d'ici 2100. Donc, si on cumule tous ces coûts, eh bien, on voit que c'est intéressant d'intervenir. Sauf qu'en économie, il y a un principe qui est qu'on ne peut pas mélanger 10 euros que je vous donnerai maintenant et 10 euros que je vous donnerai dans 20 ans. Ils ne peuvent pas avoir la même valeur parce qu'il peut se passer plein de choses. Et puis que les 10 euros que je vous donne maintenant, vous pouvez les placer, ils vont vous rapporter. C'est ce qu'on appelle le principe d'actualisation. Et donc là, je vous donne un exemple. En fait, pour 1 million d'euros en T-euros, ce 1 million d'euros, il vaut plus que 175 000 euros en fait, au bout de 70 ans. Et ça veut dire quoi? Donc ça, c'est un principe, justement, dans les analyses coût-avantage pour pouvoir ajouter, je dirais, des pertes ou des avantages à différentes périodes. Et donc, on est obligé d'appliquer ça. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que construire une digue qui ne revient pas trop cher, si on le compare aux avantages attendus, qui est la baisse de vulnérabilité dans 70 ans, ça ne marche pas. Par rapport à la relocalisation, parce que ça revient moins cher. La construction de la digue qui ne coûte pas très cher, bon, ben, ça passe. Et quand ici, on regarde la relocalisation, et on a fait un papier là-dessus, eh bien, ça ne passe pas parce que la relocalisation a des coûts tellement importants que du coup, comme les bénéfices ici, ben, ils sont réduits parce qu'ils interviennent à long terme alors que les coûts sont à court terme, ça ne marche pas. Donc, les principes, je dirais, un peu structurants de l'économie publique en termes d'analyse coût-avantage pénalise les formes d'adaptation, de réduction de la vulnérabilité par rapport aux solutions qui sont plutôt de maintenir le trait de côte et d'être toujours dans cette logique de défense. Voilà, donc ça c'est juste pour information. Et donc là, j'ai un petit peu dépassé, je suis désolée Timothée, c'est toujours pareil. On a tendance à en rajouter un peu quand on passe à l'oral pour de